Dans le couloir, j'ai entendu « Mettez-lui fin une fois qu'il aura réparé la base de données ». Je l'ai réparée discrètement. J'ai construit une copie à côté. Et la leur. Je suis parti avec le système qui l'a remplacé. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de moi alors que je restais figé devant la salle de conférence. Ma main était à quelques centimètres de la poignée de la porte quand j'ai entendu deux voix à l'intérieur. Claire comme le jour, tranchante comme du verre. Mettez-lui fin une fois qu'il aura réparé la base de données. Lui. Ils ont dit lui. Je suis Joséphine. Mais dans chaque courriel, chaque journal système, ils m'avaient appelé Joe. Pendant 6 mois, je n'avais été pour eux que des initiales et un numéro de ticket. Mon estomac s'est noué. Ils parlaient de moi. Je m'appelle Joséphine Caro. À l'époque, j'étais architecte de base de données senior dans une entreprise technologique de taille moyenne à Denver. Je viens d'une famille qui m'a appris la valeur $1 et l'importance de bien traiter les gens, quel que soit leur titre. Cette éducation m'a donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la capacité de voir les gens, de vraiment les voir, et de comprendre ce qu'ils traversent. Je n'ai jamais oublié d'où je venais, et je ne l'oublierai jamais. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans ce couloir. Les voix appartenaient à Andrew Hall, notre directeur de la technologie, et à un homme que je n'ai pas reconnu. Leur ton était désinvolte, comme s'ils discutaient de commandes pour le déjeuner, et non du gagne-pain de quelqu'un. L'entrepreneur a presque terminé, a dit Andrew. Une fois la migration terminée, virez-le. Nous n'avons pas besoin de continuer à payer ce tarif. Entrepreneur. J'avais été embauché comme entrepreneur il y a 6 mois avec des promesses de conversion en emploi à plein temps. Cette promesse m'avait fait travailler 70 heures par semaine, manquant les matchs de baseball de mon fils Thompson, ratant les dîners avec Tom. Tout ça pour un travail qui planifiait déjà mon départ. Je me suis reculé de la porte aussi silencieusement que possible. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Le projet de base de données qu'ils ont mentionné, c'était le monstre avec lequel je me battais depuis 5 mois. Une refonte complète de leur système de gestion des clients. Des milliers d'enregistrements, une intégration avec 3 plateformes distinctes, des protocoles de sécurité qui devaient être infaillibles. Je l'avais construit à partir de zéro parce que leur système précédent tenait avec du ruban adhésif numérique et des prières. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau froide. Ils avaient besoin de moi pour finir, pour s'assurer que tout fonctionnait, pour ne former absolument personne apparemment, puis pour disparaître. Propre, simple, pas cher. Je suis retourné à mon bureau dans le coin le plus éloigné du département informatique. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant des motifs géométriques sur mon clavier. Tout semblait normal. Kevin de l'infrastructure se disputait avec quelqu'un au téléphone à propos de l'espace serveur. Linda du service d'assistance mangeait un yaourt en faisant défiler les tickets. Personne ne savait que dans la salle de conférence, à 30 pieds de là, mon licenciement abusif venait d'être programmé. Mes mains tremblaient en me connectant au système. Le projet de base de données était là, dans toute sa splendeur complexe. Des rangées et des rangées de code, des relations que j'avais schématisées sur des tableaux blancs à 2 heures du matin, des requêtes que j'avais optimisées jusqu'à ce qu'elles s'exécutent avec une fluidité parfaite. Ce n'était pas seulement des données. C'était de l'architecture. C'était de l'art. Et ils pensaient qu'ils pouvaient simplement le prendre et me jeter comme le café de la veille. Tom disait toujours que je réfléchissais trop, que je devrais ressentir plus et analyser moins. Mais à ce moment-là, l'analyse était la seule chose qui m'empêchait d'entrer dans le bureau d'Andrew et de dire des choses qui me feraient du bien pendant 5 secondes et me hantraient pour toujours. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre et j'ai commencé à examiner exactement ce que j'avais construit. Chaque table, chaque relation, chaque procédure stockée. J'avais besoin de comprendre toute la portée de ce qu'ils s'apprêtaient à voler, parce que c'est ce que c'était. Du vol, pas de code. Ils en seraient propriétaires contractuellement. Mais du vol de confiance, de promesses faites, de l'entente selon laquelle quand on fait du bon travail, ce travail est valorisé au-delà de son utilité immédiate. Thompson m'avait demandé la semaine dernière pourquoi j'étais toujours fatigué. Il a 16 ans, assez grand pour remarquer quand sa mère fonctionne aux vapeurs et au café. Je lui ai dit que c'était temporaire, que les choses s'amélioreraient une fois ce projet terminé. J'y avais cru. J'avais vraiment cru que finir en beauté mènerait à quelque chose de bon.
La base de données était achevée à 93%. Il me restait peut-être 2 semaines de travail, débogage, test, s'assurer que la migration ne perdrait pas un seul enregistrement, puis formation, documentation, passation. C'était le plan. Leur plan. J'ai ouvert mon contrat, enfoui dans mes fichiers personnels. Les termes étaient assez clairs. Le produit du travail appartenait à l'entreprise, c'était la norme. Mais il y avait autre chose. Une clause sur les méthodes exclusives et le développement indépendant, un langage qui protégeait les techniques et les approches que je développais en dehors de leurs projets spécifiques. Mon amie avocate, l'avait examiné avant que je signe et avait dit qu'il était en fait assez équilibré. Inhabituel pour un contrat d'entrepreneur. Une idée a commencé à se former. Dangereuse, peut-être stupide. Certainement risquée. Et si je terminais la base de données exactement comme promis? Mais si je construisais aussi autre chose? Un système parallèle utilisant mes propres méthodes, ma propre architecture, conçu dans le même but, mais construit de manière suffisamment différente pour être clairement un travail indépendant. Ils auraient ce pourquoi ils avaient payé. Je partirais avec quelque chose qu'ils n'ont jamais possédé. Les 2 semaines suivantes allaient tout déterminer. Ce soir-là, j'étais assise en face de Tom à la table du dîner pendant que Thomson réchauffait de la pizza au micro-ondes. La cuisine sentait encore le pain à l'ail que nous avions mangé plus tôt. Tom me racontait sa journée à la gestion de la quincaillerie. Un problème avec une livraison d'outils électriques. J'acquiesçais, faisant les bruits appropriés, mais mon esprit était ailleurs. Tu complotes quelque chose, a dit Tom au milieu d'une phrase sur les perceuses sans fil. Il me connaissait trop bien. 20 ans de mariage font ça. Je peux le voir sur ton visage. C'est ton visage de comploteuse. Thomson a apporté son assiette. Maman a un visage de comploteuse? Ta mère a plusieurs visages, a dit Tom en souriant. Il y a le visage déçu, que tu connais bien, le visage patient, qu'elle utilise avec les clients, et le visage de comploteuse, ce qui signifie que quelqu'un est sur le point de passer une très mauvaise journée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'ai pas de visage de comploteuse. Absolument que si, a dit Thomson en m'étudiant. Ton sourcil gauche se lève un peu et tu fais ce truc avec ta bouche. Quel truc? Comme si tu mâchonnais une idée, a dit Tom. Il n'avait pas tort. Je mâchonnais une idée qui pouvait être soit brillante, soit catastrophique. Je leur ai parlé de la conversation dans le couloir. Pas les détails techniques. Ils n'en avaient pas besoin. Mais la trahison fondamentale, le plan de m'utiliser et de me jeter. Le sourire de Tom a disparu. Après tout ce que tu as investi dans cet endroit. Ce n'était pas une question. C'était de la colère, calme et sérieuse. Thomson nous regardait tour à tour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, n'est-ce pas? Je pouvais confronter Andrew, exiger des réponses, peut-être négocier une sorte d'indemnité de départ. Je pouvais finir le travail et partir tranquillement, commencer à chercher la prochaine chose. Ou je pouvais faire ce que chaque instinct dans mon corps me hurlait de faire. Je pouvais construire ma propre version. Je vais finir ce pourquoi ils m'ont embauché, ai-je dit prudemment. Et je vais m'assurer de repartir avec quelque chose qui m'appartient. Tom a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Sois juste intelligente. Nous avons besoin du revenu, mais nous n'avons pas besoin d'un procès. Il avait raison, bien sûr. Tout ce que je faisais devait être irréprochable sur les plans juridiques et éthiques. Je ne volerai pas leur code. Je n'utiliserai pas leurs ressources pour des projets personnels. Mais j'utiliserai mon propre temps, mon propre ordinateur portable, mes propres compétences pour construire quelque chose de parallèle, quelque chose de meilleur. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau à 7 heures. Le bureau était presque vide, juste les lève-tôt et les gens qui essayaient d'impressionner quelqu'un. J'ai ouvert la base de données de l'entreprise et j'ai fait une liste de chaque exigence qu'ils m'avaient donnée au cours des 5 derniers mois. Dossier client, historique de transactions, capacité de reporting, autorisation des utilisateurs, point d'intégration. Puis j'ai sauvegardé cette liste sur mon disque personnel sur mon propre ordinateur portable à la maison ce soir-là. J'ai commencé à concevoir non pas une copie, ce qui serait du vol, mais une réimagination. Des structures de table différentes, des conventions de nommage différentes,
une approche plus modulaire qui pourrait s'adapter à divers types d'entreprises, pas seulement la leur. Je construisais un produit, pas une solution personnalisée. Cela signifiait un double service. 8 à 10 heures par jour au bureau à terminer leur base de données, puis 4 à 6 heures de plus à la maison à construire la mienne. Tom m'apportait du café et des sandwichs. Thomson a appris à être silencieux lorsque la porte de mon bureau était fermée. Je fonctionnais à l'adrénaline et à la rancune. Peut-être pas le carburant le plus sain, mais incroyablement efficace. Au travail, je jouais parfaitement le rôle. La serviable Joe, l'entrepreneur, toujours disponible, résolvant toujours les problèmes. Je souriais à Andrew dans les couloirs. J'envoyais des rapports d'avancement détaillés. Je m'assurais que chaque élément de leur système était documenté, propre, fonctionnel. Kevin de l'infrastructure s'est arrêté à mon bureau un après-midi. « Tu fais passer le reste d'entre nous pour des nuls », a-t-il dit en désignant mes écrans remplis de code. « Sérieusement, est-ce que tu dors ? » « Le café, c'est le sommeil, ai-je dit, ce qui était presque vrai. »« Eh bien, tu vas nous manquer quand tu passeras à plein temps, » a-t-il dit. « J'ai besoin de plus de gens qui savent réellement ce qu'ils font. » Mon estomac s'est tordu. Kevin pensait que j'allais être titularisé. Tout le monde le pensait. Le mensonge s'était si bien répandu que même les gens avec qui je travaillais quotidiennement le croyaient. « Merci », ai-je réussi à dire. Il s'est éloigné et je suis resté assise là, à regarder l'écran. Ces gens, mes collègues, ne faisaient pas partie du plan d'Andrew. Ils avaient été trompés aussi, amenés à croire que je rejoignais l'équipe de façon permanente. Quand je disparaîtrais, ils se demanderaient ce qui s'était passé. Ils inventeraient des histoires. Peut-être qu'ils penseraient que j'avais tout gâché ou que j'avais trouvé quelque chose de mieux. Ils ne sauraient jamais la vérité, à moins que je ne m'assure qu'ils la connaissent. J'ai commencé à conserver des archives. Chaque conversation, chaque promesse, chaque courriel qui laissait entendre un emploi à plein temps. J'ai créé un dossier sur mon disque personnel intitulé Upiste papier et je l'ai rempli de captures d'écran, de messages transférés, de notes datées sur les engagements verbaux. Si ça tournait mal, je voulais des preuves. Si ça se passait bien, je voulais une assurance. Le projet de base de données a atteint 97% d'achèvement. Je pouvais sentir la ligne d'arrivée. Leur système était magnifique, si je suis objective. Des requêtes propres, une interface intuitive, une sécurité qu'il faudrait des semaines à un pirate informatique dévoué pour la percer. Je leur avais construit exactement ce dont ils avaient besoin, et plus encore. Ils faisaient une bonne affaire à mon tarif d'entrepreneur, même s'ils étaient trop myopes pour le voir. Mon projet parallèle avançait différemment. Là où leur système était sur mesure et spécifique, le mien était flexible et évolutif. Je l'ai conçu pour fonctionner pour des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, des cabinets médicaux, toute personne ayant besoin d'une gestion de clientèle robuste avec une intégrité des données sérieuse. Ce n'était plus seulement de la rancune. C'était une opportunité. Un soir, alors que j'étais plongé dans le code à la maison, Thomson a frappé à la porte de mon bureau. « Maman, ça va ?» Je l'ai regardé en clignant des yeux, essayant de refaire surface des boucles logiques que j'avais construites. « Oui, mon cœur. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Tu es là-dedans depuis 6 heures. » Il a brandi une assiette. « Papa a dit de t'apporter de la vraie nourriture, pas seulement du café. » L'assiette contenait un sandwich à la dinde, des tranches de pommes, des chips. La vraie nourriture semblait être un concept étranger. « Merci, mon grand. Je suis désolé d'avoir été si absente. » Il a haussé les épaules. Cette façon qu'ont les adolescents de prétendre que les choses n'ont pas d'importance alors que si. Papa a expliqué. Ton lieu de travail est nul, alors tu construis quelque chose de mieux. C'est une façon de voir les choses. Il a aussi dit, tu le fais de la bonne manière, ce qui est plus difficile mais plus important au point. Thomson s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Est-ce que c'est vrai ? J'ai posé mon café. Oui. Il serait plus facile de saboter ce qu'ils ont ou de prendre ce que j'ai déjà construit. Mais ce n'est pas qui je suis. Alors, je le fais à la dure, en construisant quelque chose de nouveau qui est entièrement à moi. Ça prend plus de temps et je suis épuisé. Mais je pourrai me regarder dans le miroir quand ce sera fini. Cool, a-t-il dit. Puis,
Après une pause, je trouve ça vraiment cool, maman. Ces mots ont alimenté les 72 heures suivantes. J'ai terminé la base de données de l'entreprise un mercredi matin. Chaque test a réussi, chaque exigence a été satisfaite. J'ai exécuté la migration finale pendant les heures creuses, déplaçant toutes leurs données héritées dans le nouveau système sans une seule erreur. Il était 3 heures du matin lorsque la barre de progression a atteint 100%. Je me suis adossé à ma chaise dans le bureau vide et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de fierté, pas de soulagement, juste la connaissance creuse que j'avais fait un travail exceptionnel pour des gens qui m'évaluaient à exactement 0. J'ai rédigé la documentation, 73 pages d'instructions claires et détaillées sur la maintenance, la mise à jour et l'optimisation du système. J'ai créé des tutoriels vidéo. Je me suis rendu obsolète, exactement comme il le voulait. Jeudi matin, j'ai reçu le courriel. Andrew voulait me voir à 14 heures. Pas de contexte, juste une invitation de calendrier intitulée au point de situation. C'était ça, la réunion de licenciement. Ils avaient ce dont ils avaient besoin, alors venait maintenant l'élimination. J'ai porté mon plus beau blazer. Le bleu marine dont Tom disait qu'il me donnait l'air de pouvoir diriger une entreprise du Fortune 500. J'ai imprimé des copies de chaque promesse qu'ils avaient faite concernant un emploi à plein temps. J'ai sauvegardé mes fichiers personnels sur un disque externe et je les ai retirés de l'ordinateur portable de l'entreprise. J'ai effacé mon historique de navigation, je me suis déconnecté de mes comptes personnels, j'ai effacé toute trace de Joséphine Caro, la personne, ne laissant que Joe, l'entrepreneur qui avait terminé le travail. À 14 heures précises, je suis entré dans le bureau d'Andrew. Il était là avec Sharon des ressources humaines, ce qui confirmait tout. Il n'amenait jamais les RH aux bonnes réunions. Joe, merci d'être venu, a dit Andrew en désignant une chaise. Il n'avait pas l'air mal à l'aise. Il avait l'air efficace. Je voulais faire le point maintenant que le projet de base de données est terminé. Il a été mis en ligne ce matin, ai-je dit. Aucun problème. La documentation complète est dans le lecteur partagé. Oui, nous avons vu. Excellent travail. Vraiment de premier ordre. Il a jeté un coup d'œil à Sharon. Une communication silencieuse. Le fait est qu'avec ce projet terminé, nous n'avons pas d'autres besoins immédiats pour votre ensemble de compétences particuliers. Votre contrat était basé sur un projet et ce projet est maintenant terminé. Sharon a fait glisser un dossier sur le bureau. Nous mettons fin au contrat à compter de la fin de la journée de vendredi. Vous recevrez le paiement pour toutes les heures travaillées plus la prime d'achèvement décrite dans votre accord. Je n'ai pas touché le dossier. L'expression d'Andrew n'a pas changé. Je pense qu'il y a eu une mauvaise communication. Le contrat a toujours été à durée déterminée. Nous avons certainement apprécié votre intérêt pour de futures opportunités, mais rien n'était garanti. Mauvaise communication. C'était le mot qu'il avait choisi, comme si 6 mois de promesses explicites n'étaient qu'une regrettable confusion. J'ai des courriels, ai-je dit tranquillement. Je suis sûr que nous avons eu des conversations sur les possibilités, a dit Andrew. Mais les termes du contrat sont ce qu'ils sont. Nous avons rempli nos obligations et nous nous attendons à ce que vous remplissiez les vôtres en assurant une transition en douceur. Voilà, la menace implicite. Sois gentil ou la prime d'achèvement disparaît. Peut-être la référence aussi. Il m'avait coincé. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. J'ai regardé Sharon, qui avait la décence de paraître légèrement mal à l'aise, puis je suis revenu à Andrew avec sa neutralité d'entreprise pratiquée. Je serai ici jusqu'à vendredi, ai-je dit. Disponible pour toute question sur le système. Parfait, a dit Andrew en se levant. Réunion terminée. J'étais congédié. Je suis retourné à mon bureau, sentant les yeux de tout le monde sur moi, même si la plupart des gens ne faisaient pas attention. Kevin était au téléphone. Linda mangeait des carottes en tapant. Une journée normale pour eux. La fin du monde pour moi. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Parce qu'ils ne connaissaient pas le système sur mes serveurs personnels. Celui que j'avais terminé à 4 heures ce matin, juste après la mise en ligne de leur base de données. Celui qui faisait tout ce que le leur faisait, mais en mieux, plus flexible, prêt à être déployé pour n'importe quel client dans n'importe quelle industrie avec une personnalisation minimale. J'ai passé le jeudi après-midi à répondre à des questions que personne ne posait.
Le système était si bien documenté que l'équipe informatique interne n'avait pas besoin de moi. Mais je suis resté assise à mon bureau, disponible, docile. J'ai vu Andrew passer 2 fois, s'assurant probablement que je ne sabotais rien. Comme si j'allais le faire. Comme si j'en avais besoin. Vendredi matin, j'ai apporté des beignets pour le département informatique. Un geste d'adieu qui semblait normal, attendu. Kevin a fait un discours sur le plaisir qu'ils avaient eu à travailler avec moi. Linda m'a serré dans ses bras. Quelques autres personnes que j'avais aidées au cours du mois se sont arrêtées pour me dire merci et bonne chance. Ils ne savaient toujours pas pourquoi je partais. Ils pensaient que c'était juste la fin d'un contrat, naturel et planifié. J'ai pensé à leur dire, à ouvrir la bouche et à expliquer exactement ce qu'Andrew avait fait, comment il avait menti pendant 6 mois, m'avait complètement utilisé et me jetait. Mais qu'est-ce que cela accomplirait? Ils se sentiraient mal à l'aise. Peut-être que certains seraient en colère pour moi. Rien ne changerait. Andrew trouverait une excuse, et j'aurais l'air amer. Alors, j'ai souri, j'ai remercié tout le monde et j'ai vidé mon bureau. Je n'avais pas grand-chose, une tasse à café que Thomson m'avait donnée, une photo de la famille, quelques stylos. L'ordinateur portable de l'entreprise est resté, entièrement effacé. Le badge d'accès est allé à Sharon. À 15h cet après-midi-là, je sortais de l'immeuble pour la dernière fois. Tom est venu me chercher. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Glace ou whisky ?» Les deux, ai-je dit. Séparément, pas mélangés. Nous sommes allés au restaurant près de chez nous, celui avec la bonne tarte et la serveuse qui connaissait notre commande habituelle. J'ai mangé de la tarte à la crème au chocolat, j'ai bu un café horrible et j'ai tout raconté à Tom. La réunion, le licenciement, l'audace absolue d'Andrew prétendant qu'il y avait eu une mauvaise communication. « Mais tu l'as terminé, » a dit Tom. « Ta version. Ce matin à 4h. Elle est prête. » Alors, et maintenant? C'était la question que je me posais toute la journée. J'avais un produit, un logiciel vraiment bon qui résolvait un vrai problème. Je pouvais le laisser de côté ou je pouvais en faire quelque chose. Le choix serait été de trouver un autre emploi, de mettre tout ça derrière moi, de laisser le logiciel prendre la poussière numérique. Le choix risqué était de l'utiliser réellement. Je vais créer une entreprise, ai-je dit, entendant les mots sortir de ma bouche avant d'avoir entièrement décidé. Conseils et solutions logicielles pour la gestion de la clientèle. J'ai le produit. Je connais le marché. Je peux être moins cher que les grands fournisseurs tout en réalisant une marge décente. Tom a souri. Voilà ce visage de comploteuse. Démarrer une entreprise sans financement, sans client et avec une hypothèque n'était pas intelligent. C'était à peine rationnel. Mais j'en avais tellement marre d'enrichir d'autres personnes pendant qu'elles me traitaient comme une ressource jetable. Si je devais travailler 80 heures par semaine, ce serait pour moi. J'ai passé le week-end à créer un site web. Rien d'extraordinaire, juste propre et professionnel. Capture d'écran du logiciel, informations sur les services, un formulaire de contact. J'ai enregistré une SARL appelée Caro Solutions. Cela a coûté $200 et j'ai eu l'impression de sauter d'une falaise. Lundi matin, au lieu de chercher un emploi, j'ai fait une liste de tous les contacts professionnels que j'avais accumulés en 15 ans dans l'informatique. Des gens que j'avais aidés, d'anciens collègues, des clients de 3 emplois précédents qui m'avaient dit de les contacter si jamais je me mettais à mon compte. J'ai commencé à envoyer des courriels. Pas des propositions commerciales, juste des mises à jour, pour faire savoir aux gens que j'étais disponible pour du conseil, que j'avais développé un système de gestion de la clientèle, que je prenais des projets. La première réponse est arrivée mardi. Un type nommé Oliver qui dirigeait un cabinet de conseil à Boulder. Il se plaignait de sa base de données depuis 2 ans, depuis que je l'avais rencontré à une conférence. « Es-tu sérieuse à ce sujet ?» disait son courriel. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour hier. » Nous nous sommes rencontrés pour un café. Je lui ai montré l'environnement de démonstration que j'avais construit. Je lui ai expliqué les fonctionnalités, les options de personnalisation, les protocoles de sécurité. Ses yeux s'écarquillaient à chaque écran. « Combien ?» a-t-il demandé. J'avais passé le dimanche soir à faire des recherches sur les prix. Les grandes solutions d'entreprise coûtaient des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de dollars. Je devais être compétitive,
mais pas si bon marché que j'ai l'air suspecte. Mise en œuvre et première année de support, 12 000 $. Maintenance annuelle ensuite, 2 000 $. Oliver Harry. Tu plaisantes. Mon estomac s'est noué. Trop bas. J'avais sous-évalué mon produit. Le système que j'envisageais coûte 45 000 $, a dit Oliver. Et il ne fait pas la moitié de ce que tu viens de me montrer. Quand peux-tu commencer? J'avais mon premier client. Les 3 mois suivants ont été un chaos. Un bon chaos, celui qui vient de la construction de quelque chose de réel, mais un chaos néanmoins. La mise en œuvre d'Oliver s'est si bien déroulée qu'il m'a recommandé à 2 autres cabinets. Ces mises en œuvre ont conduit à 3 autres. Le bouche-à-oreille s'est répandu de cette manière organique que l'argent ne peut pas acheter. Quelqu'un qui résout les problèmes, livre à temps et ne facture pas une fortune. C'est assez rare pour qu'on en parle. J'ai embauché une développeuse à temps partiel, une femme nommée Stella, qui avait été licenciée d'une start-up et qui était brillante en conception d'interface utilisateur. À nous deux, nous avons commencé à personnaliser le système de base pour différentes industries. Une version pour les cabinets d'avocats avec intégration de la facturation. Une version pour les cabinets médicaux avec la conformité à la confidentialité intégrée. Une version pour les agences de création avec suivi de projet. Au bout de 4 mois, je gagnais plus que mon salaire d'entrepreneur. Au bout de 6 mois, je l'ai doublé. Le logiciel qu'Andrew pensait avoir obtenu pour le prix d'un contrat de 6 mois générait des revenus que je n'avais jamais vus de ma vie. Et chaque ligne de code était légalement, éthiquement, complètement à moi. Je pensais parfois à Andrew, je me demandais s'il savait. Le milieu des affaires de Denver n'est pas si grand, et Caro Solutions attirait l'attention. Des publications spécialisées, des prix d'entreprises locales, une place sur une liste de start-up à surveiller. Quelqu'un devait lui en avoir parlé. Puis, un mardi matin, 8 mois après mon dernier jour dans son entreprise, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Joséphine Caro, ai-je répondu. Joe, c'est Andrew Hall. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Tom a levé les yeux de son journal, les sourcils haussés. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Andrew, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Ça fait un bail. En effet. Écoute, j'ai entendu des choses sur cette entreprise que tu as lancée, Caro Solutions. Des trucs impressionnants. Merci. Je t'appelle parce que nous avons quelques problèmes avec le système de base de données, celui que tu as construit pour nous. Nous avons besoin de quelques modifications et, franchement, personne ici ne comprend l'architecture comme toi. J'espérais que nous pourrions te réembaucher en tant qu'entrepreneur pour faire quelques mises à jour. L'audace était à couper le souffle. Il m'avait licencié, avait nié avoir jamais promis un emploi permanent, et maintenant il voulait que je revienne pour régler ses problèmes. Pour un tarif d'entrepreneur, sans aucun doute, comme si rien ne s'était passé. J'apprécie que tu penses à moi, ai-je dit. Mais Caro Solutions est assez occupée en ce moment. Je ne prends pas de nouveaux contrats. Ce ne serait pas exactement nouveau. Tu as construit le système. Nous avons juste besoin que tu le modifies. J'ai construit un système selon les spécifications d'un contrat qui s'est terminé. Ce système est à vous. Ce que vous en faites est votre affaire. Si vous avez besoin de modifications, votre équipe informatique interne devrait pouvoir s'en charger. J'ai fourni une documentation complète. Il y a eu une pause. Le fait est que la documentation n'est pas tout à fait suffisante pour ce dont nous avons besoin. Et nous sommes prêts à payer un tarif préférentiel, 20% plus élevé que ton contrat précédent. 20%. Il pensait pouvoir m'avoir à bas prix avec 20% de plus après avoir été trompé pendant 6 mois. L'homme n'avait aucune idée de ce qu'il avait créé. Andrew, mon tarif de conseil est de 5 cents de l'heure, avec un minimum de 20 heures pour tout projet. Si vous souhaitez discuter d'un contrat à ces conditions, demandez à vos collaborateurs d'appeler mes collaborateurs. Je n'avais pas de collaborateurs. C'était moi, Stella et un comptable à temps partiel. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Une autre pause. Plus longue cette fois. 500 $ de l'heure, ça semble excessif. C'est mon tarif. Vous êtes libre de chercher ailleurs, bien sûr. Il y a plein de consultants en base de données. Aucun qui ne connaissent notre système.
Alors je suppose que vous avez une décision à prendre. Y avait-il autre chose? Je vais devoir y réfléchir, a dit Andrew, la voix tendue. Faites cela. Prenez soin de vous, Andrew. J'ai raccroché. Tom me regardait avec une sorte d'admiration. 5 cents $ de l'heure. Je les vaux, ai-je dit, et je le pensais. Andrew n'a jamais rappelé. Mais 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sharon, DRH de mon ancienne entreprise. Elle partait. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus y travailler après avoir vu comment il traitait les gens. Elle les avait vus passer par 6 entrepreneurs en 8 mois depuis mon départ, brûlant les gens comme du petit bois. Elle voulait savoir si Caro Solutions embauchait. J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Sharon avait été complice de mon licenciement, mais elle avait aussi eu l'air mal à l'aise. Elle faisait son travail, suivait les ordres. Et elle était douée en opération, organisée, soucieuse des détails. Nous pourrions avoir un poste qui s'ouvre, ai-je dit. Directrice des opérations. Cela signifierait prendre un risque avec une jeune entreprise. Je suis tellement fatigué des vieilles entreprises qui traitent les gens comme des déchets, a dit Sharon. Quand puis-je commencer? Elle est devenue ma 3e employée. Puis il y en a eu un 4e, un développeur qui avait entendu parler de nous par Stella. Puis un 5e, un vendeur qui croyait en ce que nous construisions. À la fin de la première année, Caro Solutions comptait 12 employés, un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres et une liste d'attente de clients. Je nous ai installés dans un vrai bureau, rien d'extraordinaire, mais légitime. J'ai mis en place la participation aux bénéfices. Je me suis assuré que tout le monde avait de vrais avantages sociaux, pas des promesses d'avantages futurs, mais une véritable assurance maladie et des cotisations de retraite dès le premier jour. Je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être trompé et j'ai construit une culture d'entreprise basée sur le fait de ne jamais faire ça à personne. Thomson m'a demandé une fois si je regrettais la façon dont les choses s'étaient passées. Nous étions à un de ces matchs de baseball, le genre auquel je pouvais maintenant assister puisque je contrôlais mon propre emploi du temps. Tom achetait des hot dogs. Le soleil se couchait sur le terrain de cette manière si particulière au Colorado qui donne l'impression que tout est peint. Est-ce que tu aurais aimé le confronter, a dit Thomson. Jean, le dénoncer de façon spectaculaire? J'y ai réfléchi. La version fantasmée où je serais entré dans le bureau d'Andrew, où j'aurais présenté toutes mes preuves, où je l'aurais fait se tortiller. Ça aurait été génial pendant un moment. Puis ça aurait été fini, et je n'aurais eu que ma droiture et le chômage. Non, ai-je dit. Parce que le confronter, ça aurait été à propos de lui. Ce que j'ai fait, c'était à propos de moi. J'ai construit quelque chose qui n'avait pas besoin de lui, ni de son approbation, ni de son entreprise, ni de ses mensonges. C'est mieux que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. C'est très mature et bien équilibré, a dit Thomson. Tu te moques de moi. Un petit peu, a-t-il souri. Mais je comprends. Tu as gagné en ne jouant pas à son jeu. Il avait raison. Le jeu d'Andrew était la hiérarchie d'entreprise. Des contrats conçus pour favoriser l'entreprise. Des promesses qui s'évaporaient quand c'était pratique. Je ne pouvais pas gagner à ce jeu parce que les règles étaient écrites contre moi. Alors, j'ai complètement changé de jeu. La 2e année de Caro Solutions a apporté des défis que je n'avais pas anticipés. Des problèmes de croissance, des erreurs d'embauche, un client qui a essayé de ne pas nous payer et que nous avons dû poursuivre devant la cour des petites créances, que nous avons gagné. Développer une entreprise ne ressemble en rien au fantasme. C'est désordonné et stressant, et il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à me demander si je n'avais pas fait une erreur catastrophique. Mais il y a aussi eu des moments de clarté absolue. Comme lorsque Stella est venue me voir avec une idée de fonctionnalité que je n'avais jamais envisagée, et que nous l'avons construite ensemble, et qu'elle est devenue l'un de nos plus gros arguments de vente. Ou lorsqu'un client a envoyé une note de remerciement disant que notre logiciel avait sauvé son entreprise lors d'un audit crucial. Ou lorsque Sharon m'a dit que c'était le premier emploi où elle se sentait valorisée, pas seulement utilisée. Ces moments en valaient la peine. J'ai croisé Andrew une fois lors d'une conférence d'affaires. J'y représentais Caro Solutions, qui sponsorisait un stand. Il est passé, m'a vu, et son visage a eu une expression compliquée. Surprise, peut-être reconnaissance, possiblement respect, certainement un malaise. Joséphine, a-t-il dit, pas Joe. Joséphine.
Andrew. Comment vont les choses? Bien, bien. Ton entreprise marche bien, à ce que j'entends. On se défend. Il avait l'air de vouloir dire autre chose. Peut-être s'excuser, peut-être s'expliquer. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Profite bien de la conférence, ai-je dit, et je me suis retourné vers la personne à qui je parlais, un client potentiel d'un cabinet du Wyoming. C'est la dernière fois que je l'ai vu. J'ai appris plus tard que son entreprise avait été rachetée par une plus grande société, et qu'il avait pris une retraite anticipée. Je n'ai rien ressenti à ce sujet, ce qui était une sorte de victoire en soi. Il était devenu sans importance dans mon histoire. La véritable histoire, c'est ce que j'ai construit à partir du moment où j'ai entendu ces mots dans le couloir, « Mettez-lui fin une fois qu'il aura réparé la base de données ». Il l'avait conçu comme une fin. Je l'ai transformé en un commencement. Parce que voici ce que j'ai appris. La meilleure vengeance n'est pas la confrontation, le sabotage ou même la justice. Bien que la justice soit douce quand elle arrive. La meilleure vengeance est de construire quelque chose de si réussi que les personnes qui vous ont méprisé deviennent des notes de bas de page dans votre histoire. Ils deviennent l'avant, le catalyseur, la raison pour laquelle vous avez commencé, mais pas la raison pour laquelle vous avez réussi. À la 3e année, Caro Solutions comptait 28 employés répartis dans 2 bureaux. Nous nous étions étendus au logiciel de gestion de projet et développions un système de gestion de la relation client que les premiers testeurs qualifiaient de révolutionnaire. Nous avions été approchés par 2 sociétés de capital risque pour un financement. Je les ai refusées toutes les 2. J'avais bâti cette entreprise sans rien devoir à personne, et j'avais l'intention de continuer ainsi. Tom plaisante en disant que je suis inemployable maintenant. Il a probablement raison. Après avoir dirigé ma propre entreprise, après avoir établi mes propres normes et ma propre culture, je ne pourrai jamais retourner au statut d'entrepreneur jetable de quelqu'un. J'avais goûté à la propriété, non seulement d'une entreprise, mais de mon travail, de mon temps, de ma valeur. On ne peut pas désapprendre ça. La base de données que j'avais construite pour l'entreprise d'Andrew fonctionne probablement encore. Peut-être qu'ils l'ont mise à jour. Peut-être qu'ils l'ont entièrement remplacée. Je ne sais pas, et je m'en fiche. C'était un travail sous contrat, compétent, mais contraint. Ce que j'ai construit pour moi-même, pour mes clients, pour mon équipe. C'est un héritage. C'est ce qui compte. Parfois, les gens me demandent comment j'ai eu le courage de créer une entreprise au lieu de simplement trouver un autre emploi. Ils présentent cela comme de la bravoure, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'était pas du courage. C'était de la colère, au début. Puis de la fierté. Puis de l'élan. Au moment où j'aurais pu avoir peur, j'étais trop occupé pour ressentir la peur. Et j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, un produit fini dès le premier jour. Je n'ai pas eu à construire le logiciel tout en construisant l'entreprise. Je l'avais déjà fait, pendant des heures volées et des nuits épuisantes, alimentées par la rancune et le café. Quand j'ai lancé Caro Solutions, le plus dur était déjà fait. Tout le reste n'était que vente et service, et je savais faire les 2. Recommanderais-je ce chemin à tous ceux qui se font avoir au travail? Absolument pas. La plupart des gens devraient tout documenter, déposer des plaintes auprès des commissions du travail, poursuivre des recours juridiques. La plupart des gens devraient prendre l'indemnité de départ, trouver quelque chose de mieux et continuer leur vie. Mais si vous avez une compétence qui a une valeur réelle, si vous avez un produit ou un service qui résout un vrai problème, si vous avez assez d'économies pour survivre à quelques mois d'incertitude, et si vous avez le genre de rancune qui se transforme en carburant au lieu de poison. Alors peut-être que vous construisez quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous prendre. La 5e année de Caro Solutions a marqué un tournant. Nous étions devenus suffisamment établis pour que les risques semblent gérables. J'ai embauché un PDG, un homme nommé Walter, qui avait 20 ans d'expérience dans la croissance d'entreprises technologiques. Cela a fait sourciller, mais j'avais appris quelque chose de crucial. Ce n'est pas parce que vous pouvez construire quelque chose que vous êtes la meilleure personne pour le gérer à chaque étape. Je me suis nommée directrice de la technologie, le rôle que je voulais vraiment, et je l'ai laissé s'occuper des parties de l'entreprise qui m'épuisaient. Thomson a obtenu son diplôme d'études secondaires cette année-là et est parti à l'université en informatique. À sa fête de remise des diplômes, il a prononcé un discours remerciant Tom pour la stabilité et me remerciant de lui avoir montré que lorsque la vie essaie de vous abattre,
vous construisez quelque chose de plus grand que la chose qui vous a frappé. Nous avions réussi. Pas seulement l'entreprise, mais notre famille. La conversation dans le couloir qui a tout déclenché semblait être de l'histoire ancienne. J'étais tellement concentré sur l'avenir que je regardais rarement en arrière. Mais parfois, tard dans la nuit, je me souvenais de ce moment où j'étais resté figé devant la salle de conférence. Le choc, la trahison. Et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. J'étais reconnaissante, d'une manière tordue, pour ce qu'Andrew avait fait. Pas parce que c'était juste, mais parce que cela m'avait poussé d'une falaise et que j'avais appris que je pouvais voler. La 7e année a apporté une opportunité inattendue. Une organisation à but non lucratif travaillant avec des femmes réintégrant le marché du travail après une incarcération nous a contactés. Serions-nous prêts à embaucher des personnes ayant des compétences informatiques, mais des parcours difficiles? Je me suis reconnu dans cette proposition. Pas la partie incarcération, mais la partie d'être rejeté. Le fait d'avoir des compétences que les gens refusent de reconnaître. Nous avons commencé avec 2 stages rémunérés. Les 2 sont devenus des employés à plein temps. Les 2 ont été promus en moins d'1 an. Le programme s'est développé et c'est devenu l'une des choses dont je suis le plus fier. Vers la 8e année, des courriels ont commencé à arriver de personnes que je n'avais jamais rencontrées, disant qu'elles avaient entendu mon histoire et voulaient des conseils. Un podcast m'a contacté pour une interview. J'ai failli dire non, mais Tom a souligné que peut-être quelqu'un qui écoutait aurait besoin de l'entendre. Quelqu'un se tenant dans son propre couloir, entendant son propre licenciement, ayant besoin de savoir ce qui vient après. La réponse a été écrasante. Des centaines de messages de personnes partageant leurs propres expériences. Un courriel s'est démarqué. Un homme nommé Philippe avait surpris une conversation similaire sur son propre licenciement. Il a écrit: Je ne suis pas assez courageux pour créer une entreprise, mais je suis assez intelligent pour commencer à chercher un nouvel emploi avant qu'il ne puisse me virer. Votre histoire m'a aidé à réaliser que je n'ai pas à subir sans rien dire. Ce courriel m'a fait réaliser que la leçon ne concernait pas seulement l'entrepreneuriat. Parfois, prendre le contrôle signifie mettre à jour son CV alors qu'on a encore un avantage. Parfois, cela signifie consulter un avocat ou déposer des plaintes. La vengeance n'est pas toujours de construire un empire. Parfois, la vengeance consiste simplement à refuser d'être une victime. J'ai commencé à donner des conférences et j'ai finalement écrit un livre. Cela a pris 2 ans et présentait les histoires de dizaines de personnes qui avaient été maltraitées au travail et en avaient fait autre chose. Le fil conducteur était le pouvoir d'agir. Chaque personne qui en est sortie plus forte avait fait le choix d'agir plutôt que de simplement réagir. Thompson a obtenu son diplôme universitaire et a pris un emploi dans une start-up à Austin, traçant son propre chemin au lieu de rejoindre Caro Solutions. J'étais fier de lui pour ça. Tom a pris sa retraite de la quincaillerie et a enfin eu le temps pour les choses qu'il avait remises à plus tard. Nos vies se sont installées dans quelque chose que je n'avais jamais attendu. Le contentement, construit selon nos propres termes. À sa 12e année, Caro Solutions employait plus d'une centaine de personnes dans 4 villes. Notre logiciel était utilisé par plus de 2000 entreprises. Nous avions été rentables chaque année sans jamais accepter de financement extérieur. C'était toujours à moi. Construit à partir de ce moment de trahison dans un couloir à Denver. Les gens me demandent parfois si j'ai pardonné à Andrew. Je pense rarement à lui. Il a été un catalyseur, pas une présence continue. Ce que je n'ai pas pardonné, c'est le système qui a rendu ce qu'il a fait normal, les failles des contrats d'entrepreneurs, les déséquilibres de pouvoir, la cruauté désinvolte de l'efficacité de l'entreprise. Cette colère est toujours utile. Elle alimente la façon dont je dirige mon entreprise et éclaire les conseils que je donne aux autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, merci de m'avoir écouté. Prenez votre temps, documentez tout, connaissez vos droits, élaborez votre plan, puis exécutez-le avec tout ce que vous avez. Non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose aux personnes qui vous ont méprisé, mais parce que vous vous prouvez enfin quelque chose à vous-même. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.